Bonsoir, bienvenue à la Cinémathèque suisse. J'espère que vous n'avez pas froid. Je trouve qu'il fait un peu frisqué, donc voilà. On va vous réchauffer avec je viens de le découvrir, cette première internationale suisse et internationale, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on montre le film en dehors de la France. Donc, bonsoir. La projection est proposée dans le cadre d'un cycle, d'une ligne de programmation qui s'appelle les Jeudis du Doc. Donc c'est une programmation qui est consacrée en particulier au cinéma du réel et au documentaire et à toutes ses formes. Et ce soir, en particulier, il est question d'archives films, sujet auquel on est évidemment extrêmement sensible en étant aussi des archives films. Et en particulier, le film va raconter l'histoire des archives cinématographiques du Parti communiste français et donc par conséquent une partie de l'histoire récente, ou en tout cas de la vie politique de la France et cinématographique évidemment du XXe siècle. Et c'est avec grand plaisir que nous avons avec nous les deux réalisateurs, Pauline Gallinari et Max Gremberg. Bienvenue. Merci. Et venez vers moi, il y a la caméra qui nous... Alors, je rajoute un élément que j'estime être important, c'est, j'ose dire, une des raisons pour laquelle j'ai choisi de proposer le film. Il est évident que ça relance une réflexion qui n'est pas nouvelle, mais que j'estime être particulièrement intéressante, pertinente et importante aujourd'hui sur l'utilisation de l'image cinématographique à des fins politiques et de propagande. Et après, je vous dirai, quand on discute du film, je vous dirai aussi que c'est pour moi un début parce qu'on va développer un peu le discours ces prochains mois aussi avec d'autres films. Voilà, bienvenue. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je ne sais pas quoi dire maintenant parce qu'on a prévu un temps d'échange après la séance. Et puis, on ne va pas vous dire plus de choses que ce qui a déjà été dit en introduction pour ne pas vous gâcher le plaisir de la projection. Voilà. Peut-être juste un mot pour vous présenter, vous, si je peux. Vous me corrigez, hein, parce qu'on ne se connaît pas beaucoup. Donc, Maxime, vous avez travaillé longtemps, justement, aux archives cinématographiques du Parti communiste français. Donc, à la base, vous êtes archiviste. C'est bien ça. J'ai travaillé pendant 12 ans au sein de Ciné-Archives, qui est l'association qui s'occupe de la conservation et de la valorisation des archives cinématographiques du Parti communiste français et du mouvement ouvrier, c'est-à-dire tout ce qui englobe les films produits dans le sillage du Parti communiste et de la mouvance communiste. Donc à ce titre, j'ai énormément travaillé sur ce fonds d'archives, aussi bien en supervisant des coffrets DVD, en travaillant sur des parcours thématiques pour les sites internet, pour accompagner des films en salle, en festival, en proposant aussi des formes d'éditorialisation en radio, sous forme de documentaire radiophonique. Et le Parti du cinéma est une première réalisation documentaire pour ma part, et on l'a fait à deux. Et je vais laisser Pauline se présenter. Pauline aussi, c'est votre première réalisation. À la base, vous enseignez le cinéma, l'histoire du cinéma à Paris 8. Exactement. C'est juste. Mais en particulier, si j'ai compris, vous travaillez sur le rapport entre la politique et le cinéma, entre autres, je suppose. Oui, tout à fait. Alors pour ma part, donc, je suis maîtresse de conférences en cinéma à l'université Paris 8 et j'avais consacré ma thèse il y a maintenant quelques années, le temps passant assez vite, à la production cinématographique du PCF de l'après-guerre à mai 68. Donc vous voyez le lien avec le film. Pour moi aussi, c'est un premier documentaire et ça a été l'occasion de travailler avec des images et plus seulement sur les images, enfin de passer un peu de l'autre côté par rapport à mon travail de recherche. Et en même temps, on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter après la projection. Pour moi, comme pour Maxime, je pense, nos vies professionnelles préalables ont vraiment été très complémentaires avec la réalisation de ce film et s'inscrivent finalement dans une continuité qui nous paraît assez logique.
Très bien. Je suis très curieuse de savoir comment vous avez travaillé, mais on lance d'abord le film et on se revoit à la fin de la projection. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Bonne projection. Merci à vous. Donc merci déjà. Ma première question, justement, c'est, je suppose que vous avez quand même une immensité de matériel à disposition. Alors, une fois que vous avez choisi la narration chronologique, comment vous vous êtes organisé pour vous retrouver et surtout pour faire un choix et donner une priorité à certaines images et certains moments de cette histoire? C'est la question centrale. c'est toute la difficulté. Et ça a été un long travail, on peut déjà le dire. En fait, l'association Cinéarchive est une cinémathèque, et comme toute cinémathèque, elle possède une collection de films. Hein, donc comme toute cinémathèque, on n'a pas un chiffre précis sur le nombre de titres dans la collection, mais c'est environ 1500 films. Enfin, en tout cas, c'est le nombre de titres sur lesquels Cinéarchive communique. En réalité, c'est un peu plus parce que ça couvre la communication audiovisuelle d'aujourd'hui. Donc là, c'est exponentiel avec ce qui est fait pour le web. Bref, mais c'est pas le sujet. Mais donc, en tout cas, sur la chronologie qu'on avait retenue, donc en gros du milieu des années 30 jusqu'à 1981 et un petit peu avant que 1920, on était quand même sur un corpus de films d'environ 300-400 films. Alors on les a pas tous revus pour le film, mais il se trouve que comme on travaille sur ces archives depuis plusieurs années, Pauline a fait sa thèse comme elle l'a expliqué en introduction, et moi j'ai travaillé pendant 12 ans dans ces archives. En fait, on avait déjà on va dire une présélection en tête quand on a commencé à travailler. On savait en fait quels étaient les films qui fonctionnaient le mieux, quels étaient ceux qui nous permettaient de déployer cette chronologie, et aussi quels étaient ceux qui avaient aussi une valeur esthétique, historique. Et esthétique, on s'en rend compte aussi avec une projection salle, c'est que ce qu'on n'a pas dit en introduction, c'est un film qui a été fait pour la télévision. C'est un format 52 minutes. Merci Bruno Deloy. Bruno Deloy de Ciné+, et aussi la chaîne parlementaire qui a été aussi un des diffuseurs. Donc c'est pour le petit écran, mais en salle de cinéma, on apprécie la qualité quand même cinématographique de tous ces films, enfin de ce choix de films. Donc voilà, on avait un corpus qui était quand même finalement assez resserré, on va dire d'une 50aine de titres, qu'on a aussi beaucoup montré, Pauline et moi, en salle de cinéma et en festival, qu'on a énormément introduit, contextualisé, présenté. Donc finalement, on va dire qu'au bout de 10 ans de travail conjoint, donc moi dans la cinémathèque et Pauline en tant qu'historienne, on avait peut-être inconsciemment déjà une trame. Un best-of en tête. Voilà, et après, le travail au montage, il se fait aussi accompagné d'une personne clé pour ce type de travail, qui est le monteur, parce que là, on est typiquement dans un genre cinématographique qui est le documentaire de montage. C'est un tout archive, et donc il faut vraiment réussir à articuler le récit historique, la voix de la comédienne, les archives, les audios enregistrés spécifiquement pour le film. Donc après, ça c'est un travail au montage qui se fait, qui se fait, défait, refait constamment, qui se travaille minutieusement pendant 2 mois quotidiennement. Mais après, pour revenir sur la sélection, en fait, on part avec un énorme corpus et puis on resserre. À la fin, ça vous a pris combien de temps pour réaliser le film ? Entre le moment où on a acté l'idée et où on s'est lancé dans l'écriture du film et la fin de la post-production, je dirais qu'il y a eu 2 ans. Ce qui est un délai relativement court en fait pour une production de documentaire. On a eu la chance assez rapidement d'être accompagné par une société de production, la Générale de Production. Et ensuite, pendant ces 2 années, on a travaillé, on va dire, par intermittence sur ce projet, avec des moments où on était très mobilisés sur l'écriture, parce qu'on pouvait avoir une échéance comme par exemple rendre un dossier pour faire
faire une demande de subvention ou pour présenter le projet de film à des diffuseurs potentiels. Et puis, dans la production d'un documentaire, vous le savez peut-être, et dans la production cinématographique, je pense en général, il y a des longs temps d'attente où le producteur cherche des partenaires qui sont des diffuseurs ou d'autres partenaires financiers, par exemple le CNC en France. Et pendant ces temps d'attente, nous, on croisait un peu les doigts pour que les planètes s'alignent. Et un jour, ça s'est aligné. Et là, tout d'un coup, il a fallu aller très vite et accélérer la cadence de travail pour établir un calendrier de montage et de post-production. Cette dernière phase qui nous a mobilisés vraiment à plein temps, ayant duré à peu près 3 mois, c'est ça ? Et justement, un mot à propos de la diffusion. C'est une problématique récurrente dans l'histoire que vous avez racontée. C'est un aspect qui m'intéresse particulièrement parce que c'est un peu au cœur de la mission, d'une des missions d'une cinémathèque, c'est la rendre visible, la mise à disposition des archives. Et là, on voit bien qu'à 2 moments, en tout cas, ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas parce qu'ils n'arrivent pas à avoir du public et à rendre visible la production. Je me questionne quand même parce qu'ils avaient réussi à monter un système, une machine de production très important. Pourquoi ne pas faire de même pour la diffusion, justement ? Là, j'ai quand même un doute. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné à ce niveau-là ? Alors effectivement, vous l'avez sans doute constaté en voyant le film, c'est une histoire qui tourne un petit peu en rond, puisqu'à la fin de chaque période, le film est découpé en 3 parties historiques. On arrive toujours un peu à la même conclusion et au même échec, c'est-à-dire ce décalage entre une vraie capacité de production, parce que le Parti communiste et plus largement les communistes arrivent, comme vous l'avez bien rappelé, à mettre en œuvre une vraie capacité de production qui s'appuie sur des moyens financiers, aussi sur des ressources humaines. On l'explique un peu dans le film. Ces nombreux cinéastes, techniciens, techniciennes qui sont proches du PCF ou membres du PCF et qui donc sont prêts à contribuer à ces activités militantes. Et cette capacité de production n'est pas suivie par effectivement une vraie mise en œuvre en termes de diffusion. Alors il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Le premier d'entre eux, c'est que les réseaux de diffusion mobilisent d'autres acteurs, par exemple, en particulier les exploitants de salles de cinéma en France, puisque le projet de départ du PCF, c'est vraiment, avec ces films, d'essayer de toucher le plus largement possible, donc d'imaginer une diffusion dans toutes les salles de cinéma. Enfin, c'est l'idéal de départ qui essaie d'être relancé à chaque début de période historique, mais qui malheureusement n'est jamais atteint, tout simplement parce que dans les réseaux de cinéma dits commerciaux, c'est-à-dire les cinémas classiques, en fait, les exploitants de salles ne sont pas intéressés par ce type de film, pour des raisons qui peuvent être politiques, mais pour des raisons qui sont surtout économiques, puisque c'est pas en diffusant du cinéma militant / de propagande que des exploitants de salles de cinéma dans les années 30, 40, 50, 60 vont mobiliser largement du public. À ça s'ajoute un autre réseau de diffusion qui aurait pu être intéressant pour le PCF, qui est tout ce qui est lié au parti et à ses organisations dites satellites, ou en tout cas les organisations proches du PCF. Alors il y a tout le réseau militant communiste, mais là aussi on s'est aperçu que pour diverses raisons, les projections cinématographiques, c'est pas forcément la priorité dans les cellules et les fédérations communistes, pour des raisons techniques, pour des raisons aussi simplement de manière de faire ou de manière d'animer, on va dire, la vie politique.
Et puis, il y a un troisième réseau qui, dans la France des années 50, 60, 70, aurait pu être utilisé, qui est celui des ciné-clubs, avec une fédération de ciné-clubs qui s'appelle la FFCC, qui est d'inspiration communiste. Mais là aussi, ça prend pas vraiment, ou en tout cas imparfaitement, puisque les ciné-clubs, qui sont très très importants et actifs en France des années 50 aux années 70, vont plutôt développer une autre approche du cinéma, une approche qu'on va dire, pour aller vite, plus cinéphile, autour de l'histoire du cinéma, de l'accompagnement et de la diffusion de chefs-d'œuvre cinématographiques ou de grands moments de l'histoire du cinéma. Et donc là aussi, même dans le réseau des ciné-clubs, on a ponctuellement de la diffusion de cinéma militant, mais c'est pas, on va dire que c'est pas au cœur des réseaux de ciné-clubs, même proches du PCF. Donc tout ça fait que finalement ça fonctionne pas. Et aussi, j'ai oublié un facteur qui est important dans la France des années 50-60, c'est la censure cinématographique. Le fait que les films dans les circuits commerciaux classiques sont soumis à l'obtention d'un visa, qu'il soit de court ou de long métrage. Et évidemment, là aussi, ça impose des limites avec la plupart des films produits dans le sillage du PCF qui sont censurés, donc qui n'obtiennent pas de visa dans les années 50 60, ce qui met aussi évidemment une première limite à cette diffusion. Néanmoins, on a eu la bonne idée de regrouper ces archives, de les garder et un corpus unique. Et puis aujourd'hui, on continue quand même à les mettre en valeur. Ça, c'est toi, Maxime. Oui, donc il y a ce fonds d'archives qui s'est constitué et qui en fait est né au sein de la société de production Unicité. Voilà. Donc dans les années 70, donc il y a le secteur production qui est surtout celui-ci, qui est actif, qui produit des films. C'est environ 300 documentaires qui sont faits pendant la décennie 68-78. Il y a un secteur formation, un secteur aussi diffusion de copies de films qui viennent de RDA, du RSS, de pays frères comme on disait à l'époque. Et il y a un secteur archives qui se crée au milieu des années 70 où une des personnes qui travaille à Unicité commence à prendre conscience qu'en fait ils sont quand même assis sur des trésors qui remontent jusqu'à La vie est à nous, Jean Renoir, et même encore un petit peu avant avec des films municipaux. Et donc ça commence à se constituer. Et c'est au sein d'Unicité que va naître cette collection qui aujourd'hui a changé de nom plusieurs fois au fur et à mesure de l'histoire, mais s'appelle Ciné Archives et a une existence propre, s'est constituée en association et donc gère cette collection de films. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Il y a des historiens et des archivistes aussi dans la salle, je sais pas moi. Si jamais il y a un micro qui circule, on en a besoin parce qu'on est en train d'enregistrer cette discussion. Non, alors je continue. Réfléchissez entre-temps. Donc, merci, on l'a dit, pour une fois, à la télévision qui vous a permis de réaliser ce film. Mais le format est quand même de 52 minutes. Est-ce que vous avez des regrets ou des frustrations, quelque chose que vous aurez voulu développer ? Moi, j'ai ma propre idée, mais je ne sais pas. Oui. Et en même temps, non. En fait, le cadre de production s'est un peu imposé aussi très vite, c'est-à-dire que les télévisions qui étaient intéressées sont parties sur un format 52 minutes. Donc ça nous a aussi imposé un cadre. Il a fallu qu'on travaille et qu'on s'adapte. Mais ça nous a du coup... on a mis beaucoup d'histoires de côté, ça oui. Mais bon, voilà, c'est des idées pour la suite. Voilà. Ah, d'accord. Mais il y a des choses, si vous voulez, qu'on aurait pu davantage développer. Et des histoires de cinéastes. En fait, il y a beaucoup de portes d'entrée. Nous, on a fait le choix de partir des films, d'essayer de raconter cette histoire en partant à chaque fois d'un film et de raconter autour de ce film les personnes qui étaient associées, le moment politique, le contexte historique et aussi de le rattacher à une histoire de cinéma. Donc on suit aussi les évolutions, le matériel, on passe du 35 mm au 16 mm, le style télé, le cinéma direct, etc. etc. Donc en fait... il y a eu beaucoup de choses qu'on a mis de côté et c'est vrai qu'on aurait pu en fait faire une trilogie
vu qu'on a fait un film en 3 parties, on aurait pu déployer les choses. Mais bon, comme le dit Pauline, sans regret, parce qu'au finalement, c'est un exercice presque intellectuel, à un moment donné, de réfléchir au montage sur comment réussir à raconter cette histoire avec cette contrainte-là. Et quelque chose que je voulais rajouter aussi sur le tout début, sur le moment où les choses se sont faites pendant les 2 ans, il y a eu en France, en fait, une date anniversaire qui a permis aussi de convaincre, en fait. 2020, c'est ça? Voilà, c'était le centenaire du Parti communiste français en décembre 2020. Alors, le film aurait dû normalement être diffusé à la télévision, mais l'année 2020 ayant été l'année qu'on connaît tous, il y a eu des retards, etc. Donc on a été diffusé qu'en février 2021. Mais bon. Et surtout, l'anniversaire des 100 ans du PCF est complètement passé à la trappe en décembre 2020. Puis c'est pas un événement national comme mai 68 ou la Libération, etc. Mais ça reste quand même un moment politique qui peut faire l'objet et peut intéresser en fait des diffuseurs, des producteurs. Et ça a été le cas en fait de pouvoir raconter, en fait différemment aussi l'histoire de ce parti, parce que jusqu'à présent, des longues fresques historiques sur l'histoire du Parti communiste, il y en a eu en plusieurs parties. Je pense notamment au film d'Yves Joland, il y a une 15aine d'années, qui s'appelait Camarades, où là, on racontait les choses toujours du point de vue politique ou du point de vue militant. Nous, on a voulu raconter l'histoire de ce parti par sa production cinématographique et ses films emblématiques. Et je dirais qu'on a aussi écrit une histoire de cinéma. Enfin, que c'était important pour nous dans l'écriture du film de justement pas que raconter l'histoire du PCF qui apparaît évidemment à l'arrière-plan et qui revient pour éclairer les films et comprendre un peu ce qui se passe dans les films et la manière dont ils sont produits et diffusés. Mais ce qui nous tenait à cœur aussi dès le début du projet, c'était de déplacer un petit peu le curseur et de se situer du côté d'une histoire de cinéma militant, de cinéma de propagande, en notamment, vous l'avez vu dans le film, on essaie on aurait pu plus le développer aussi, mais le format nous contraignait. Un des points qui nous intéressait, c'était de montrer l'interaction constante entre ce milieu de cinéma militant communiste et le milieu du cinéma tout court, notamment par le biais des réalisateurs, des acteurs, des actrices qui contribuaient à la fois de diverses manières à ce cinéma communiste et qui en même temps travaillaient dans le champ cinématographique et pour certains d'entre eux ont mené des très grandes carrières, notamment, il y a plein d'exemples, notamment celui de Michel Piccoli qu'on évoque dans le film de Louis Daquin. Et ça nous intéressait en fait, cette porosité constante entre les domaines du cinéma militant et le champ cinématographique plus mainstream, si je puis dire. Question ? On continue. Je reviens à la charge quand même. Du coup, est-ce que vous avez un projet de continuer cette histoire ? Moi, ce que je trouvais assez intéressant, il y a 2 moments où tout d'un coup, on voit comme une envie par rapport au rôle de la femme, les petites mains qui montent, et puis ce moment assez extraordinaire de la femme à la fin qui n'arrive pas à s'exprimer, mais bien évidemment il y a son mari qui intervient. Et puis, comme je disais tout à l'heure, ce que je trouve assez intéressant dans ce qu'on voit, c'est vraiment inévitablement de faire un parallélisme à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, vraiment une réflexion sur le cinéma de propagande, mais surtout aussi sur la manipulation des images. Vous le montrez très bien. Marquer avait fait la même chose dans Lettres de Sibérie avec l'histoire de l'ours. Donc voilà, je trouve que aujourd'hui, plus que jamais, cette thématique et cette discussion est au centre, en fait, de notre société, de ce qu'on vit en ce moment. Et donc, voilà, dans quelle mesure vous avez des envies pour le futur ?
Alors, c'est pas exactement pour l'instant dans cette direction qu'on travaille, mais c'est effectivement très intéressant. Je vais peut-être répondre sur les femmes et te laisser faire un rebond sur, sur la question de... Enfin, si ça te va. Effectivement, la question de la place des femmes, on se l'est beaucoup posée quand on a écrit le film, et on avait envie de donner un peu de place aux femmes d'une manière ou d'une autre, mais on s'est rendu compte que malheureusement, dans les archives, les femmes ont laissé peu de traces alors qu'elles ont participé à cette histoire de cinéma communiste, notamment par le biais des monteuses qui ont été extrêmement importantes de fait, puisque vous l'avez constaté, beaucoup des films qui sont réalisés dans le sillage communiste des années 20 aux années 70 ou 60, on va dire, sont des films de montage. Donc, où le rôle de la monteuse, puisqu'à l'époque, en tout cas en France, c'est une profession extrêmement féminine et féminisée, le rôle des monteuses a forcément été crucial. Malheureusement, on n'a quasi aucun témoignage sur ce phénomène, et on n'avait pas d'image de monteuses au travail ou de monteuses intervenant pour raconter leurs aventures de cinéma militant. Donc peut-être que le film n'est pas le meilleur moyen de raconter cette histoire-là. Moi, à titre personnel, ça m'a donné envie, en tant que chercheuse, d'aller un peu plus loin, et j'ai commencé, suite au film, un travail sur les monteuses dans le cinéma communiste. Qui n'est pas facile, parce que c'est vraiment une histoire, on va dire, par déduction. Alors c'est plus facile sur la dernière période des années 70, puisqu'il reste des monteuses qui sont encore vivantes, hein, tout simplement, qu'on peut aller voir et avec lesquelles on peut avoir des entretiens pour en savoir plus sur la manière dont elles ont contribué au cinéma militant. Mais sur les années 20, 30, 40, 50, 60, c'est un peu le petit poussé en termes d'histoire. Il faut trouver des petites traces ici ou là pour reconstituer l'histoire de ces monteuses, et plus précisément leur activité au sein du cinéma communiste. Après, sur la représentation des femmes, ça pourrait être aussi un vrai sujet au travers de ce cinéma militant, avec ce morceau d'archives que vous évoquiez, qui est savoureux et en même temps complètement glaçant concernant la place de la femme et sa capacité à pouvoir être indépendante avec l'homme qui reprend la parole. Là aussi, on s'est dit que, on a laissé cette archive parce qu'on trouvait que ça faisait écho à un certain nombre de discussions actuelles auxquelles nous on est particulièrement sensibles. Tout ce qui tourne autour du renouveau du mouvement féministe, et parmi toutes les études ou toutes les analyses qui peuvent être faites, effectivement, là c'est un bel exemple de mansplaining, mais 40 ans avant. Maxime ? Alors sur les projets en cours, oui, je pourrais en dire deux mots, parce qu'on travaille en fait sur un nouveau projet documentaire qui est en fait une ficelle qu'on tire de celui-ci, qu'on n'a pas véritablement développé autant qu'on l'aurait aimé. C'est en gros la place des communistes à la télévision. Et notamment au moment de l'essor de la télévision en France à partir des années 50 jusqu'à l'éclatement de l'ORTF, qui était donc l'opérateur unique de télévision en France, et donc l'arrivée de plusieurs chaînes de télévision, l'audimat, la publicité. Il y a eu une période où pendant 20 ans, beaucoup de communistes ont pu œuvrer et proposer dans une vraie dynamique et une dimension d'éducation populaire une télévision de qualité, en adaptant des grandes œuvres de la littérature ou du théâtre français, en ayant des magazines de société. Alors on a là juste évoqué 5 colonnes à la une, mais du coup ce qui nous intéresse, c'est justement la complicité et l'affrontement aussi idéologique qu'a pu avoir cette période-là à la télévision, qui était dirigée donc par des gaullistes. Le pays était dirigé par De Gaulle, mais au sein duquel beaucoup de communistes ont fait leurs premières armes et ont pu imposer, développer énormément de programmes dans une période, finalement, c'était pas aussi
contrôlé et intéressé que ça a pu l'être ensuite, quand la télévision est devenue vraiment un média de masse. Donc voilà, c'est le sujet sur lequel on travaille aujourd'hui. Donc c'est, on va dire, une extension d'un sujet qui nous a beaucoup intéressé pendant les recherches, la documentation, et qu'on a dû mettre de côté, parce qu'en fait, ça ouvrait vraiment une très grande porte sur toute la production. Je pense notamment aux dramatiques, ce qu'on appelait les dramatiques. Vous avez programmé, d'ailleurs, on l'a vu il n'y a pas très longtemps, Don Juan de Bluval. Bon, bah, ça, typiquement, c'est un réalisateur communiste qui est entré à la télévision aussi parce qu'on ne lui a pas laissé la place de rentrer au cinéma par rapport à ses origines sociales. Et ça, c'est toute une histoire aussi de tous ces cinéastes qui ont fait leurs études à l'IDEC, l'actuel FEMIS, et qui, du coup, n'ont pas pu rentrer dans le milieu du cinéma et qui ont fait carrière à la télévision en ayant vraiment une idée politique de ce que devait être la télévision, suivant finalement une idée qui était partagée aussi avec les gaullistes après-guerre, d'éduquer la population par ce biais-là. D'ailleurs, je rappelle, n'est-ce pas, que nos réalisateurs du groupe 5, ils venaient aussi de la télé, ils avaient fait au début beaucoup de dramatiques aussi, en plus de téléfilms, documentaires, reportages. Donc voilà, il y a quand même, on voit bien qu'il y a des passages un peu obligés à cette époque-là, en tout cas. Et juste pour revenir sur la question de l'utilisation et de la manipulation des images, qui est effectivement une des lectures du film, le parti du cinéma étant un support pour réfléchir à l'utilisation, la manipulation, le détournement des images. Ça nous rappelle, même si beaucoup le savent déjà, que cette question de qu'est-ce qu'on fait des images et de comment on peut les utiliser, c'est une question ancienne qui remonte finalement quasiment aux origines du cinéma et qui continue à être complètement d'actualité. À ce sujet, on a eu l'occasion au printemps dernier de montrer le film à une classe à des lycéens qui étaient c'était des lycéens en option cinéma à Châteauroux et qui étaient en seconde, première et terminale, si je ne me trompe pas. Donc c'était très intéressant pour nous parce qu'ils n'avaient pas les références vraiment historiques et politiques. Pour eux, le PCF, c'est leurs grands-parents, donc c'est extrêmement loin. Et puis, comme vous le savez, en France aujourd'hui, le PCF, c'est un parti qui a très très peu d'influence, dont on entend parler au moment des élections, mais qui finalement n'a plus le poids politique qu'évidemment il a pu avoir des années 30 aux années 80. Donc c'était intéressant pour nous de voir la réaction de ces jeunes spectateurs et on s'est rendu compte que eux, ce lien avec aujourd'hui, ils le faisaient immédiatement, notamment avec les réseaux sociaux, l'utilisation, le remontage d'images sur les réseaux sociaux, la manière dont l'actualité peut être manipulée avec des images. Donc on a trouvé ça, j'avoue, on était assez contents que le film provoque cette réflexion et cette prise de conscience chez des jeunes gens. Et tout à l'heure, je disais, pour moi, c'est une première occasion pour ouvrir à nouveau ce débat. La Cinémathèque suisse vient d'acheter pour la Suisse un film documentaire qui a été présenté au dernier festival de Venise, qui s'appelle La Marcia su Roma, de Mark Cousins, qui part en fait du début du fascisme en Italie et de la montée de Mussolini, et qui part aussi sur une réflexion des matériaux d'archives de l'époque et comment ils ont été utilisés justement pour raconter une histoire qui ne correspondait pas du tout à la réalité. Et on vient de l'acheter. Donc ce film, on va vous le montrer, je pense, entre mars et avril. On n'a pas encore exactement la date. Mais voilà, pour dire que il y a plusieurs exemples et plusieurs cinéastes comme vous qui s'interrogent en ce moment, en partant justement de l'histoire du XXe siècle et des archives films pour cette réflexion que je trouve extrêmement intéressante. Dernière question, justement, on a parlé, vous venez d'évoquer la projection devant des étudiants.
est-ce que ce film, à part à la cinémathèque, est-ce qu'il est accessible en DVD sur des plateformes? Parce que je trouve qu'il a effectivement un potentiel très intéressant aussi pour les établissements scolaires. Donc, le film est encore accessible en ligne sur le site de la chaîne parlementaire jusqu'à la fin 2023, je crois, en replay. Vous croyez qu'en Suisse, on peut l'avoir? S'il n'y a pas de barrage géographique... Ouais, je sais pas. On va voir, on va checker. Je ne sais pas. Et sur la question de l'édition DVD, c'est quelque chose qui est en réflexion et qui devrait se faire, mais pas pour une édition commerciale, mais pour une édition plutôt institutionnelle à destination des bibliothèques et des médiathèques. Voilà, donc c'est quelque chose qui... Donc nous, on pourra l'avoir. Exactement. Vous avez noté? Mais bien sûr. Ok. Écoutez, mais il y a une question. Alors, merci beaucoup pour ce film. Et c'est vraiment un exploit quand même dans 52 minutes de monter tout ce matériel que vous aviez à votre disposition. Et je peux juste imaginer à quel point il y a des choses que vous croyez qu'il manque beaucoup. Moi, en étant ici à la Cinémathèque, j'aurais envie que les cinéphiles apprennent sur, par exemple, l'attirance, comme vous l'avez dit à un moment donné dans le film, que certains cinéastes ont ressenti par rapport au Parti communiste, parmi des cinéastes plus légendaires, Epstein par exemple, ou des gens comme ça. L'histoire de la Marseillaise, c'est quelque chose qui m'a manqué un petit peu, parce que c'est quelque chose qui pourrait inspirer des pratiques aujourd'hui. Mais pour rebondir un petit peu sur toute cette discussion sur la diffusion, il y a beaucoup de choses à reprocher au parti en soi, mais il faut dire aussi que c'est un problème plus général de comment le cinéma est conçu. Même quand on parle de ce fameux âge d'or du cinéma militant, que le parti rate, entre guillemets, à partir de 68, le grand problème reste toujours la diffusion, même pour des cinéastes comme Godard, etc. Donc, c'était jamais évident de dépasser la manière dont culturellement le cinéma a été construit dans l'imaginaire des gens déjà, aussi du public, qui dit très souvent cinéma en militant, cinéma en chiant, c'est un peu la réplique de l'époque. Mais par contre, c'était plutôt un commentaire pour dire que, ce que je peux dire, et peut-être les gens ne le savent pas, mais le Ciné Archive a un super site internet où on peut en fait visionner On peut tout voir. On peut tout voir, la totalité de ces films-là. Donc si ça vous a inspiré, peut-être ce soir, c'est une bonne occasion de visiter les sites. Moi, j'ai passé tellement de soirées en regardant. Ça, c'est vraiment une encyclopédie cinématographique incroyable. Et le fait qu'elle est accessible comme ça à tout le monde, c'est vraiment magnifique. Peut-être une question alors, juste, est-ce que le parti actuel a vu le film alors? Est-ce qu'il avait des discussions sur le montage, Alors oui, il y a eu plusieurs personnes au sein du parti et au sein même de Ciné Archive, parce que Ciné Archive, c'est une association qui est en gros associée, qui a été créée en interne du Parti communiste. Donc au conseil d'administration, c'est une moitié de gens du PCF et une moitié de gens de l'extérieur. Après les retours, alors il y a eu des lectures très politiques qui n'allaient pas forcément dans le sens du film, et puis après il y a eu des lectures extrêmement culturelles, cinématographiques. J'ai un souvenir par exemple d'un mail de Pierre Laurent, qui est l'ancien secrétaire général, qui m'avait envoyé au moment où je suis parti de Ciné Archive pour me féliciter et revenir sur la qualité du film. Donc après, c'était en fonction de comment les gens ont aussi compris le film et compris aussi la démarche qui était la nôtre, c'est-à-dire de se positionner d'un point de vue vraiment de celui de l'histoire culturelle et de l'histoire du cinéma, et pas de l'histoire politique. Et souvent, quand les retours qui étaient, je ne vais pas dire négatifs, mais sur ceux qui nous questionnaient, c'était souvent sur des points politiques très précis qui leur manquaient dans le film. On nous faisait souvent ce retour-là: mais pourquoi vous ne parlez pas de la guerre d'Algérie? Mais pourquoi vous ne parlez pas d'un tel? Pourquoi vous ne parlez pas de la guerre d'Indochine? Et puis Mandela, et puis machin, et puis... Bon, en fait, c'était infini parce qu'en fait, le film fait que 52 minutes, et puis c'est énormément de choix. Et Epstein, en effet, on aurait aimé, La Marseillaise aussi, Cartier-Bresson, les films sur la guerre d'Espagne. Enfin, il y a énormément en fait de sujets. La guerre d'Espagne, on n'en a pas parlé, mais c'est un sujet en soi. Mais sur La Marseillaise, juste une chose, en fait, c'est on l'explique pas dans le film, mais on avait aussi envie de faire connaître une cinématographie un peu plus méconnue, que d'aller vers vraiment les films qu'on peut imaginer spontanément comme ceux pouvant être dans le sillage du Parti communiste ou des communistes au sens large. Et tout de suite, on pense à La Marseillaise, et souvent, quand il y a des rétrospectives sur le cinéma communiste, on programme La Marseillaise.
Et c'est vrai qu'on a eu envie de faire un pas de côté à plusieurs reprises pour aller vraiment, de ne pas montrer Afrique 50 de René Vauthier, premier film anticolonial, et plutôt de déployer le deuxième film anticolonial qui est Terre tunisienne et qui est beaucoup plus méconnu, qui a eu un itinéraire tout aussi compliqué, au sein duquel, parmi les réalisateurs, il y avait Raymond Vogel, qui était le camarade de René Vauthier avec qui il a fait Afrique 50, chose qu'on connaît assez peu, parce que René Vauthier s'est un peu accaparé l'histoire du film, alors qu'ils étaient deux en fait à faire Afrique 50. Donc on a eu aussi envie comme ça de réhabiliter des films qui nous semblaient importantes dans l'histoire du cinéma. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a voulu faire ce film, c'était de faire connaître cette filmographie, cette cinématographie à un large public, et aussi aux communistes eux-mêmes qui ne connaissent pas cette histoire. Mais enfin, moi, pendant plus de 10 ans à Ciné Archives, je m'en rendais compte à chaque projection. Mais à part vraiment des militants cinéphiles qui ont un plaisir et qui peuvent se perdre dans leur soirée à regarder le site de Ciné Archives, pas si nombreux que ça, mais quelques-uns quand même. Mais historien du cinéma. Historien du cinéma, mais autrement, non, ça reste des découvertes. À chaque génération, ce sont des redécouvertes et on repart de zéro. C'est un peu ce qu'explique Jacques Bidou en 68 quand il lance le collectif. Ils repartent de zéro. Ils ne connaissent pas ce qu'il y a avant, très peu. Parce que c'est pas accessible, parce que finalement ça leur semble vieillot, désuet, c'est pas dans les combats du moment. Donc on repart de zéro et on réinvente la façon de faire du cinéma pour un parti. Et aujourd'hui, il y a un peu aussi cette culture-là dans les services communication, de ne pas s'intéresser à ce qui a été fait dans le passé, de repartir à chaque fois de zéro. Donc il y a eu un peu cette idée-là pour nous aussi bon, pas que pour les communistes, mais dire voilà, il y a aussi une histoire de cinéma, on pourrait dire de cinéma bis, moins connu en tout cas, qui sort des radars, du cinéma classique, commercial, qui quand même mérite d'être raconté. Voilà. Et puis il y avait des sujets qu'on n'a pas abordés parce qu'on n'avait pas de film. Et que comme on était dans cette ligne de conduite, si je puis dire, de se dire on va partir de ce matériel cinématographique et raconter une histoire de cinéma, des fois cette histoire de cinéma elle est mise entre parenthèses ou elle n'aborde pas certaines grandes pages de l'histoire. Un des exemples emblématiques étant la guerre d'Algérie, sur laquelle il y a très très peu de films produits dans le sillage communiste ou à l'initiative du PCF. Donc on a un peu, on passe ce sujet-là parce que ça ne rentre pas vraiment dans notre histoire de cinéma. Ça n'existe pas dans cette histoire de cinéma, si je simplifie un peu les choses. Merci beaucoup. Merci à vous. On se voit bientôt pour la suite. On espère revenir. et juste un dernier petit mot. Vous l'avez vu dans le film, il y a quand même quelques petits liens et allusions à la Suisse. Oui, en tout cas, oui. Et puis le porte-monnaie. Du clos et les milliards exportés en Suisse. Et il y a une troisième chose c'est pas une chose, c'est une personne. La voix off que vous avez entendue est dite par Dominique Raymond, qui est une comédienne suisse. Donc on voulait lui rendre un petit hommage ce soir et faire ce lien avec la Suisse et Lausanne qui nous accueille ce soir. Et on vous remercie, les organisateurs, les spectateurs, puisque nous, on était très contents de venir présenter le film ici. Merci beaucoup. C'était une belle découverte, vraiment. Et à la prochaine, vraiment, j'insiste.